Bonjour Renaud, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté de venir participer. Bonjour, merci pour l'invitation. Et aujourd'hui, on va discuter des expériences de conscience exceptionnelles, des expériences, des états de conscience modifiés et de ce qu'elles veulent dire, de comment est-ce qu'on va les aborder en clinique. Et donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on désigne justement par ce terme? Qu'est-ce qu'on entend? Quelles sont les grandes catégories que représentent ces expériences? Alors, j'aurais du mal à vous répondre parce que c'est la première fois que j'entends ce terme. C'est vrai qu'il y a un mélange là, vous faites un shift entre les états non ordinaires de conscience, qu'on a aussi appelé états modifiés de conscience, etc., depuis plus de 50 ans, et les expériences exceptionnelles qui peuvent survenir lors de ces états de transe en réalité, mais qui peuvent aussi survenir à plein d'autres occasions où on n'est pas forcément en train de perdre le contact avec la réalité d'une façon ou d'une autre. Et sur des expériences exceptionnelles, on a plein de classifications, on n'a pas vraiment qui fassent consensus, mais celle que j'utilise le plus, c'est un modèle qui est développé par un Allemand qui s'appelle Wolfgang Farr, et lui va proposer 4 grandes catégories, des expériences qui sont plutôt internes, qui vont vraiment être des modifications dans la façon dont je fonctionne à l'intérieur. Par exemple, j'entends des voix qui sont pas du tout les miennes, que je perçois depuis mon corps, et ben ça c'est assez étonnant, ça rentre en contradiction avec les modèles de la réalité que je peux avoir. D'autres expériences sont du coup des phénomènes externes, les gens vont dire ben il se passe quelque chose dans mon environnement, quelqu'un est apparu qui devait pas être là, et des objets qui ont bougé, là typiquement finalement c'est mon modèle de la réalité de la façon dont le monde doit fonctionner qui part en cacahuète. Et puis lui il va donner 2 autres catégories, c'est que habituellement ce monde extérieur et ce monde intérieur sont en interaction. Il y a des interactions qui sont tout à fait attendues, genre j'ai envie de lever le bras, mon bras se lève. Par contre, si mon bras se lève et que je vais pas du tout demander de se lever, là il y a un phénomène de dissociation, il y a un rapport entre le corps et l'esprit qui fonctionne bizarrement. Des phénomènes de dissociation, ça c'est une grande catégorie avec de l'écriture automatique, des sorties hors du corps, des choses comme ça. Et puis il y a une autre connexion entre le monde extérieur et le monde intérieur, que par exemple j'ai envie que quelque chose se réalise, bon ben je peux espérer, mais il va pas forcément arriver là de but en blanc devant moi. Par contre, s'il se met à survenir, si genre j'allume la télé et c'était la musique à laquelle j'étais en train de penser qui surgit, ben là je sens une coïncidence. Et donc cette 4e catégorie, ce sont les phénomènes de coïncidence qui sont assez souvent rapportés et très surprenants pour les gens, et qui viennent de la même façon contredire la vision que je peux avoir de la réalité. Dans tous ces phénomènes, comme je me demande justement, est-ce que la schizophrénie, on va la catégoriser par exemple dans ce genre de phénomène ou avec il y a justement les voix, l'impression des hallucinations, etc. Ouais, on est déjà dans des super grandes questions hyper intenses, parce que c'était le sujet de ma thèse, hein, quand je me suis intéressé à ces expériences. La lecture que j'en ai en étant formé en psychologie clinique, c'est une lecture psychopathologisante. Les gens qui vont rapporter, voir des fantômes, faire de la télépathie, entendre des voix, la grille de lecture qu'on va appliquer dans un premier temps, c'est plutôt une grille de lecture en disant dommage pour eux, on va faire quelque chose pour les aider. Là, ce que je décrivais du modèle de Farr, c'est un modèle phénoménologique. On s'astreint à décrire la façon dont les gens présentent leur expérience. Ça s'est passé comme ça, de l'extérieur, de l'intérieur, et ensuite, effectivement, on pourrait dire, tiens, qu'est-ce qui me ferait penser que là, la personne est en souffrance, que ça crée des dysfonctionnements, que ça peut l'amener à peut-être avoir besoin d'aide, et donc rentrer dans le versant psychopathologique, ou alors, tout simplement, elle est très heureuse avec ça, les coïncidences ont été constatées par d'autres personnes, elle a par exemple vu une apparition, mais elle n'est pas la seule, d'autres personnes présentes autour d'elle, et là, très vite, les modèles psychopathologiques s'effritent et on est obligé peut-être d'avoir des alternatives. Mais la question, hein, on pourrait faire 2 heures dessus, hein, très clairement, puisque l'entente de voix, elle est toujours, pour prendre cet exemple, dans cette controverse infinie depuis très très longtemps. Quand on a créé les notions d'hallucination au début du 19e siècle, les psychiatres étaient très gênés par la capacité d'appliquer ce modèle-là à des personnages aussi important pour l'histoire de France que peut être Jeanne d'Arc, qui entendait des voix mais qui a sauvé la France, ou je sais pas quoi, et puis d'autres personnages historiques comme Socrate, qui lui entendait un daimon, qui lui conseillait énormément de choses, qui le faisait réfléchir, et là, est-ce que finalement ce modèle pathologique, il a une vocation à couvrir toutes les formes d'expériences de voix, des expériences exceptionnelles en général, ou alors il y a des formes qui échapperaient
à la vision qu'on peut avoir des classifications de pathologies. Là, vous avez cité la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une entité du XXe siècle. Ça fait juste 100 ans qu'on parle de schizophrénie. Et la schizophrénie, elle est toujours redéfinie en fonction des avancées des recherches. Et dans la dernière mouture du DSM-5, donc c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de 2013, eh bien, il y a eu des changements sur les critères pour appliquer le diagnostic de schizophrénie. Et un des changements qu'on a étudié avec mon doctorant Arthur Braun, c'était justement la place qu'on donnait aux voix, et à certaines voix en particulier, les voix qui commentent les actions ou qui se parlent entre elles, dans le diagnostic de la schizophrénie. Et on s'amusait à faire passer les grilles du DSM-4 et les grilles du DSM-5 aux mêmes personnes, et notamment des gens qui faisaient profession de médium, donc qui entendent des voix très régulièrement, qui en font un usage pratique, et qui ont une interprétation spirituelle et paranormale de la chose. Eh bien, on se rendait compte que entre le DSM-4, si on appliquait strictement les critères diagnostiques, ils avaient une schizophrénie paranoïde, et avec le DSM-5, ils n'avaient plus rien. C'était les mêmes personnes, c'était nos catégories qui avaient évolué en l'espace de 10-15 ans. Et donc, la question est très générale, il faudrait la recontextualiser et voir très précisément. C'est pas n'importe quelle voix et pas chez n'importe quelle personne. Je dis pas que les voix ne sont plus un signe de schizophrénie, ils peuvent l'être, mais avec des conditions et un diagnostic beaucoup plus complexe. Et comment justement est-ce que ces phénomènes vont être accueillis dans le milieu académique et clinique? Je suppose que ça va pas forcément être de la même manière, surtout quand on va les étudier, parce que ça peut être très facile de justement les mettre sous le coup de la folie ou sous le coup d'une impression de vérité interne sans réalité externe. Enfin, et donc comment est-ce qu'on accueille justement ce récit des patients? Comment est-ce qu'on va les accompagner quand eux, du coup, font face à une épreuve qui vient remettre en cause leur vision de la réalité, par exemple, à un certain niveau? C'est assez compliqué parce que très vite, quand on va parler de vision de la réalité, on se rend compte que on n'est pas tous d'accord sur ce qu'est la réalité. Il faut vraiment tenir compte de ça, c'est que je peux avoir une vision informée par la science de ce que devrait être le monde réel, mais en fait la science, elle est encore en train de faire des découvertes, donc est-ce que je peux prétendre tout savoir de ce qui devrait exister? Et puis ma culture me prépare à accepter ou à refuser certains phénomènes. Je peux moi-même avoir des croyances personnelles qui me font dire, je sais pas, oui, les fantômes ça existe, j'en ai vu un moi-même, j'ai eu des expériences. Et donc, toutes ces choses-là font que les coordonnées d'un clinicien ou d'une personne ne va pas être la même d'une personne à une autre. Du coup, quand on va dire, la personne, elle est en train de s'écarter de la réalité, on parle de quelle réalité? Celle que moi, je juge du haut de mon autorité, peut-être parce que je suis psychologue clinicien à l'université, ou que je pense que moi, français, occidental, j'ai une vision du monde qui est beaucoup plus juste que celle des autres cultures. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que quand quelqu'un raconte une expérience, moi, je suis pas obligé de la comprendre comme cette personne, elle la comprend, mais très vite, j'ai mes propres filtres, mon prisme, qui me fait appliquer des étiquettes en troisième personne sur ce qu'elle est en train de vivre. Et quand on va parler d'hallucination, de délire, on est simplement en train de catégoriser ce qui nous semble, nous, étranger, différent, une sorte d'altérité qu'on n'a pas envie d'endosser. Et si j'ai pas envie de croire que les djinns existent ou qu'on peut parler aux végétaux, par exemple, si moi ça me choque, je pourrais considérer que la personne elle est pas dans la bonne réalité, que la mienne est meilleure. Donc là, il y a une sorte d'ascendant avec cette vision en troisième personne. Et la psychiatrie, c'est un discours qui a une vocation utilitaire. Elle est là pour la société, pour soigner les gens, mais aussi pour protéger, trier. Elle a un pouvoir biopolitique qui est quand même assez bien exprimé par Michel Foucault et puis par toute une histoire de l'antipsychiatrie. Et à quel point, finalement, sur le champ du paranormal, qui est un champ, qui est quand même très controversé, dont on connaît assez mal les travaux et dont on ne connaît pas bien la phénoménologie, comment ce discours psychiatrique, il a pu s'appliquer de façon un petit peu brute, en surpathologisant la plupart de ses expériences, et parfois avec un manque de finesse. Là, on parlait des voix. S'il y a des gens qui ont par exemple que des voix positives, qui les guident, qui les soutiennent, qui leur disent comment bien se tenir dans la vie, le DSM a pas grand-chose à dire sur ces voix-là, et c'est pas des choses qui sont forcément à qualifier de souffrance ou d'hallucination, etc. Mais là, on voit, ça c'est le premier niveau, le discours psychiatrique, c'est un discours qui a un biais surpathologisant. En face de ça, vous avez d'autres discours qui vont arriver, qui sont des discours qui vont être portés par des sortes de rébellions culturelles ou de réappropriation,
quelqu'un qui va dire bah moi je pense que les expériences de mort imminente, que les fantômes ça existe et je suis contre l'avis des psychiatres. Et voilà, et je me méfie des psychiatres qui comprennent rien à rien, qui veulent nous donner des médicaments pour tout, pour des voix. Et là il y a un discours qui peut aussi virer dans un autre extrême qui serait la sous-pathologisation, la dépathologisation de ces expériences. Moi, je suis psychologue clinicien et le départ de mon travail, ça a été d'accueillir des gens. Donc, avec Thomas Rabéron, hein, que vous avez également reçu, on a créé en 2007 un service de consultation gratuit pour les personnes qui vivaient des expériences paranormales, exceptionnelles. On a accueilli comme ça des centaines de personnes sans trop savoir effectivement ce qu'il fallait faire, mais on avait cette ouverture qui nous a permis de nous rendre compte que oui, il y a des personnes qui sont en grande souffrance avec ces vécus, qui nécessiterait un accompagnement. Alors, ça peut être quelques séances à une psychothérapie un peu plus structurée, mais aussi des gens qui sont juste en recherche d'informations, cherchent juste à être entendus, être pris au sérieux là-dessus. Et les cliniciens, on essaye de les faire évoluer en présentant des travaux cliniques montrant qu'on peut penser ces expériences aussi de façon positive, parce qu'elles ont quelques vertus, parce qu'elles sont plus complexes que simplement dire voix égale schizophrénie, par exemple. Et tout un travail qui est fait dans un cadre académique de recherche consiste à mettre un peu la puce à l'oreille à plein d'autres cliniciens. Vous êtes capable d'écouter ces gens et peut-être de faire des différences que eux nécessiteraient, c'est-à-dire ne pas classer toutes ces expériences parce qu'elles sont bizarres dans pour appeler un déréel, quoi, quelque chose qui vous échappe, qui est une affaire simplement de croyance. Et du côté de la recherche, comment est-ce que ces expériences, elles vont être abordées? C'est-à-dire, est-ce qu'on va considérer, par exemple, pour les expériences de sortie de corps, etc., que c'est simplement une sorte de rêve, enfin, c'est-à-dire uniquement des processus du cerveau? Comment est-ce que, du coup, les modèles de la réalité physique, les modèles de la réalité actuelle en recherche, en science, donc ils vont évoluer avec le temps, avec tous les problèmes, enfin, les limites qu'ils peuvent avoir, comment est-ce que du coup on va faire le pont entre les deux qui va être, outre le clinique où on peut écouter le patient, etc., est-ce qu'on va se demander si, vu le nombre de récits, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Comment est-ce que c'est abordé? Ou quelles sont les causes justement de ce que le patient entend, voit, etc.? Déjà, il y a plein d'étapes. Une première étape, c'est d'identifier des expériences qui méritent finalement déjà un petit peu de notre attention. Et en réalité, ça peut prendre vachement de temps. Par exemple, récemment, un chercheur allemand qui s'appelle Michael Nahm a proposé comme terminologie lucidité terminale pour décrire des éveils, des récupérations de facultés mentales peu avant le décès. Ces expériences-là, il les a recherchées dans la littérature médicale. Il a trouvé 90 cas publiés sur plus d'un siècle, dans plein de langues différentes. Donc, en fait, les cas sont déjà publiés, trucs bizarres, observations étonnantes, etc., avec des terminologies diverses et variées. Et puis un jour, on se dit, mais en fait, il y a un point commun entre tout ça. Et est-ce que on a des idées où est-ce que ça se produit? Quels sont les facteurs qui favorisent, qui défavorisent? Et ça, il l'a publié en 2009. Et depuis, ça a explosé. Ça a créé un champ de recherche avec même des financements de l'Institut national américain d'études de la santé, de plusieurs millions de dollars. Et là, il y a donc une étape où, oui, ce sont des expériences, et oui, on peut se rendre compte que il y a des expériences qui s'entrechoquent, qui se parlent entre elles, mais bien sûr, on ne sait pas ce que c'est à ce niveau-là. Ensuite, on va faire des études plutôt rétrospectives. On va demander aux gens avez-vous vécu telle ou telle expérience? Et là, il y a des gens qui sortent du bois, qui disent oui, moi je me reconnais là-dedans, je n'ai jamais osé en parler, on m'a toujours pris pour un fou, mais j'ai effectivement vécu les choses. Et là, on peut mettre des gens bout à bout et avoir une sorte de masse de données. On peut faire des études un peu qualitatives. En sciences humaines, on a des outils en fait pour appréhender tout ça, mais on est encore très loin de pouvoir parler d'une preuve ou d'avoir des explications. Ensuite, on peut se dire, est-ce que certaines de ces expériences, on peut avoir des mesures plus précises, ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps globalement, est-ce qu'on peut les provoquer dans un cadre contrôlé, et à ce moment-là, avoir vraiment des biais qu'on peut corriger, parce que quand je dis, il y a des gens qui sortent du bois, qui lèvent la main pour dire, moi j'ai vécu ça, c'est des gens qui s'auto-sélectionnent. Ils s'auto-sélectionnent par rapport à ce qu'ils ont compris de ce qu'on disait, de ce qui était le prototype de l'expérience. Il y a beaucoup de biais de recrutement, ils ne sont pas forcément représentatifs de tout le lot d'expériences. Et puis, c'est des gens qui ont la capacité de témoigner, qui ont la volonté aussi de se mettre en avant. Et donc, c'est pas forcément non plus tous les publics. Il y a des gens qui peuvent être... je prends un exemple, on parle d'expériences de mort imminente. Eh bien, il y a des expériences de mort imminente qui sont pas très plaisantes.
Des gens vont plutôt pas aller au paradis, mais plutôt dans quelque chose de vide ou d'infernal. Et ces gens-là, ils rentraient pas trop dans le prototype, ils ont mis vachement de temps à être reconnus. Donc il y a vraiment un enjeu culturel et des biais qui s'appliquent encore à ce niveau-là. Donc on est au niveau où parfois certaines expériences peuvent s'induire, se provoquer avec des dispositifs artificiels, avec des rituels, avec des drogues psychédéliques. Et là, on avance un peu dans son type de recherche. Et on peut aussi avoir des stimulations qui sont vraiment faites dans un cadre médical. Vous avez parlé de sortie hors du corps. La sortie hors du corps, on a en 2004 Olaf Blanke, qui est un neurologue suisse, qui soigne des patients épileptiques, qui s'amuse à avoir des électrodes invasives dans le cerveau. Il va appuyer là, appuyer là, appuyer là, stimuler là, et la personne décrit des sensations parce qu'elle est toujours consciente, même si elle a son cerveau complètement ouvert, sa boîte crânienne. Et là, elle dit, tiens, j'ai l'impression qu'une moitié de mon corps est en train de flotter. Et donc, elle décrit des choses qui ressemblent à l'expérience de sortir du corps. Eh bien, on commence à s'y intéresser autrement parce que on sort du simple témoignage. Il y a une corrélation entre le vécu subjectif et des éléments objectifs. On a fait la même chose sur le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est une expérience hyper paradoxale. Les gens sont conscients de ce qui se passe alors qu'ils sont en train de rêver. Ça buguait, enfin, pour les chercheurs. C'était juste pas possible. Beaucoup l'ont simplement mis de côté et c'était du domaine de l'occulte pendant plus d'un siècle. Dans les années 1980, on a des outils d'imagerie cérébrale qui nous permettent de nous rendre compte que vraiment, quand ils sont en train de faire un rêve lucide, c'est pas le même état du cerveau. Et on peut même interagir avec ces oneironautes et on met en place un signal et ils sont en train de communiquer avec nous consciemment tout en étant en train de rêver. Donc là, le rêve lucide rentre dans une autre étape d'insertion au monde de la recherche. C'est toujours une anomalie, on n'a toujours pas forcément l'explication totale, mais on a une reconnaissance, une légitimité croissante. Et là, on se rend compte que le fait de dire oui, c'est peut-être juste un dysfonctionnement du cerveau, où il y a une base neuronale à tout ça, c'est aussi une porte d'entrée, c'est aussi un pass pour que l'expérience sorte de la marge, de la lorgnette un petit peu, de là où elle était vraiment refourguée, du fourre-tout de l'occulte. Et justement, vous avez parlé des expériences de mort imminente. Ça va être quoi les récits communs, et que ce soit intraculturel, donc par exemple si on va prendre des récits dans l'Ouest, ou même interculturels, parce que c'est des expériences qui, je sais pas depuis quand, enfin je sais pas de quand date le premier récit qu'on a pu avoir, est-ce que ça remonte à des anciennes civilisations ou est-ce que on retrouve des traces que récemment dans les siècles précédents. Mais voilà, quels sont les points communs entre toutes ces expériences, entre ces récits qui permettent du coup d'un peu mieux appréhender peut-être le rôle ou en tout cas la fonction qu'on pourrait trouver à cette expérience-là. Alors, c'est aussi toujours très compliqué parce que on pourrait dire que les expériences de mort imminente existent sous ce nom-là depuis 1896, où un philosophe de Nancy, Victor Heger, va utiliser ce vocable pour les désigner. C'est pas la première expérience qui a été décrite, il y a une accumulation qui a été faite par plein d'autres chercheurs. Et quand on se met à relire les textes de l'Antiquité, on peut trouver chez Platon le récit de la mort, la quasi-mort du soldat d'air, et qu'on va pouvoir identifier rétrospectivement avec notre modèle actuel comme probablement une expérience de mort imminente. Donc on pourrait se dire que ça a toujours été là, et c'est juste quelle place on leur a donné dans notre culture, comme importance aussi pour décrire ce que serait la mort, puisque pour Victor Heger, par exemple, c'est une expérience effectivement subjective d'un moi vif confronté à une menace mortelle, mais c'est pas une véritable visite dans le paradis. Ils se rendent bien compte que c'est déclenché sur une base purement psychologique dans plein de circonstances où il n'y a pas réellement un danger physique. Et par la suite, ça prend plus ou moins racine dans la psychologie, puis après ça disparaît, et c'est redécouvert dans les années 60-70 aux États-Unis, chez des psychologues, chez des psychiatres, chez des parapsychologues, et là, ça va prendre une mouture un peu plus mystique. Et donc, la description qui va être donnée et qui va être hyper popularisée, qui rend un petit peu l'image actuelle de l'expérience de mort imminente, genre il faut passer dans un tunnel où il y a une lumière, il y a des anges autour, ça, ces clichés-là, ça date d'il y a 50 ans. Si les gens identifient l'expérience de mort imminente à ça, bon, bah en fait, c'est un cliché de très récent, et il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans, mais ça veut pas dire que c'est le tout des expériences de mort imminente. Il y en a plein d'autres où les gens n'ont ni tunnel, ni lumière, ni ange, et du coup, ben, on voit bien que il n'y a pas un modèle qui ferait consensus. Les chercheurs se battent encore entre eux pour dire ce qui rentre ou pas dedans, et moi-même, j'ai mon petit modèle, en fait, j'ai mes propositions qui peuvent être faites,
parce que j'ai aussi une écoute clinique, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent me voir avec des choses qui rentrent pas très bien dans les cases, qui sont plus complexes, plus ambivalentes aussi que ce qu'on peut trouver dans les médias, qui ont tendance à se répéter, et les livres qui ont tendance aussi à ressortir les mêmes choses. En fait, il y a très peu de recherches sur ces domaines, et les gens les connaissent assez mal. Par contre, ça vend du rêve, la vie après la mort, plein de promesses absolument géniales, et c'est ça qui intéresse la plupart des gens. Moi, ce que j'ai trouvé, pas tout seul, hein, en m'appuyant vraiment sur les travaux d'auteurs déjà très anciens, c'est que c'est une réaction adaptée, c'est une transe en fait, un état non ordinaire de conscience qu'on est tous susceptibles de vivre, expérience de mort imminente, quand on se pense confronté à un danger mortel, à une disparition imminente de soi-même. Et donc ce cas-là, cette réaction, elle va nous amener très paradoxalement à être convaincus que c'est la fin, c'est terminé, game over, et en même temps, on a une émotion très calme, ce qu'on va appeler l'ataraxie. On accepte, on ne panique pas du tout face à. C'est très paradoxal par rapport à le danger qu'on vient de percevoir. Ça, ce sont les deux premiers points. Et ensuite, il va y avoir des points qui sont plus ou moins présents. Les gens vont avoir une vision du monde qui va se modifier au sens où le monde se ralentit, voire s'arrête. Par contre, leur pensée s'accélère et leur coordination entre tête et corps s'améliore, c'est beaucoup plus fluide, et ça leur permet d'analyser les situations et d'essayer de mettre au point des actions de sauvetage pour se sortir de la panade. Dans tout ça, il y a quelques personnes qui vont en plus avoir des revues de souvenirs. Il y en a qui vont aussi, mais c'est vraiment, on est à plus qu'un tiers des expériences, des gens qui vont sortir de leur corps. Il y a aussi des gens qui vont voir un tunnel, mais c'est plus que 8% des expériences, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très contingentes, et on n'a pas aujourd'hui la droite ligne de ce que serait une expérience de mort imminente. Après, où votre question elle était aussi culturelle, eh bien, il y a des influences culturelles sur tout ce qui va être ce que j'appelle moi le scénario de survie, toute la partie où on a complètement décroché de la situation et on essaye subjectivement de suivre une trame. Il y a une sorte de refuge pour la psyché, ce qu'elle va traverser dans ce moment extrêmement délicat in extremis. Donc il y a une partie d'elle qui est en train de lutter pour survivre, et une autre partie qui gère ça de très loin, avec la distance. Et dans ce scénario de survie, il y a beaucoup de choses très personnelles. Je vais revoir des gens que j'aime, je vais voir des choses qui confirment aussi un peu mes croyances, pas tout le temps, mais le plus souvent. Et il y a des aspects très culturels, au sens où quand on fait des études statistiques dans tel ou tel pays, il y a des éléments qui apparaissent pas du tout. Par exemple, le tunnel en Inde, il y en a pas du tout. Et la façon dont la revue de vue va se présenter va pas être la même en fonction de la culture. Et donc, on peut se dire que c'est vraiment une production. C'est comme, je donnais cette métaphore encore récemment. En fait, c'est faire son cinéma, mais on peut dire, ouais, il y a du cinéma italien. Du coup, il y a des références un peu typiques. Il y a une façon de filmer, il y a une façon de raconter l'histoire. Il y a un cinéma indien. Et donc, c'est ces éléments-là. Tout le monde va voir des images et voir un peu même les mêmes scénarios, la même histoire d'amour, mais il y avoir des retouches qui sont propres à la culture. Et dans ces récits, je sais pas justement si c'est une réalité clinique ou si c'est des récits qui sont déformés sur Internet et qui n'ont pas vraiment de vraie base clinique derrière. Tous les récits où il va y avoir dans le cas de mort imminente ou d'expérience simplement de sortie de corps, où les patients vont dire ah oui, j'ai vu que un tel a fait ça à la maison et derrière la personne confirme avoir bien fait ça, ou alors je crois qu'il y en a un cas où il y avait une chaussure sur le toit d'un hôpital et la chaussure était bel et bien sur le toit de l'hôpital. Est-ce que justement, derrière ces récits, il y a une réalité clinique, c'est-à-dire qu'on observe vraiment ce genre de récits en réalité clinique sans vraiment savoir comment les expliquer? Est-ce que on pourrait les expliquer par juste une connaissance de, par exemple, la routine de quelqu'un, et donc, oui, bon, bah, il y avait de grandes chances qu'elle fasse ça, donc c'est plus de l'ordre de la coïncidence que de l'ordre de quelque chose? Ou est-ce que justement, on est dans le mystère un petit peu à se demander qu'est-ce qui se passe et enfin voilà, c'est quoi le point de vue à ce niveau-là? En fait, c'est vrai que moi, je suis pas dans l'idée de réduire tout le mystère derrière ces expériences. Mon objectif n'est pas forcément de dire, mais bon, vous inquiétez pas, en fait, on comprend très bien tout ce qui se passe. En réalité, on ne comprend pas du tout. Et c'est vrai que les gens vont du coup peut-être appuyer sur les parties qui sont les plus compliquées à intégrer dans le modèle scientifique actuel, et c'est notamment tout ce qu'on va appeler les perceptions véridiques. Dans ces états non ordinaires, les gens vont rapporter des informations dont certaines vont être vérifiées, vont être corroborées avec des réalités dont ils n'avaient pas pu prendre connaissance directement. C'est sûrement génial, mais il y a plusieurs niveaux de difficulté.
Le premier, c'est que ces témoignages-là sont assez faillibles, et c'est pas parce qu'ils se diffusent très largement qu'ils sont très bien enquêtés et documentés. Celui que vous donnez de la basket sur la fenêtre de l'hôpital, il a été débunké. En réalité, on a très peu d'éléments qui viennent confirmer le récit, d'ailleurs, qui avait fait l'objet de vidéos. Et c'est typiquement le cas, j'ai envie de dire, ouah, c'est vraiment pas le meilleur, ne vous appuyez pas là-dessus pour tenir. Il y en a d'autres qui sont bien mieux fondés, qui ont même été publiés dans des revues médicales, mais en fait très peu. Un dernier recensement par Patricio Tresoldi, un professeur de psychologie italien, faisait état de 10 publications, dont 7 cas où la personne, elle avait aussi la possibilité d'entendre les informations, et on ne sait pas très bien, par exemple dans l'état d'inconscience dans lequel elle était, si elle ne pouvait pas capter auditivement les informations. Simplement les retraduire visuellement comme on pourrait tous le faire. Et donc, il en restait pas grand-chose qui suffisait pour convaincre que, je sais pas, l'EMI donne lieu à une promenade de l'âme qui pouvait, en toute sécurité, voir tout ce qui se passe. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que du coup, les chercheurs, ils essayent de développer des méthodes pour plus rigoureusement étayer ces perceptions véridiques parce qu'elles sont étonnantes et elles amènent du grain à moudre pour imaginer ce qui se passe. Là, il y a des échecs. Parce que déjà, il y a très peu de chercheurs qui font ça. Et ceux qui l'ont fait, ils ont eu du mal à imaginer c'est quoi une cible, c'est quoi un cadre expérimental dans lequel on pourrait faire que des gens qui sont en train de mourir s'intéressent à notre expérience et aillent voir à tel endroit s'il y a un truc rigolo à aller chercher. Et c'est même d'un niveau de ridicule au niveau des protocoles, dont moi je me permets de me moquer, mais j'admire malgré tout le travail qui a été fait. Et donc Sam Parnia, qui est un médecin américain ou britannique, je me trompe peut-être, dans un ensemble d'hôpitaux, il avait mis en place un système avec des cibles, et dès que les gens étaient réanimés, on faisait en sorte d'enquêter auprès d'eux qu'ils avaient pu percevoir à ce moment-là, et les résultats qu'il a eus sont inférieurs significativement à ceux que le hasard nous montrait d'attendre. Donc c'est vraiment un échec à ce niveau-là. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas accumulé des preuves suffisantes là-dessus. Il y a quelques témoignages, c'est mal documenté, et après, on n'a pas les preuves. Mais il y a un troisième niveau, c'est que les perceptions véridiques, on peut aussi les appeler des perceptions extrasensorielles, et il y a tout un champ scientifique qu'on appelle la parapsychologie, qui dispose depuis 150 ans d'études en laboratoire, où on essaye de provoquer ces mêmes expériences dans un cadre extrêmement bien contrôlé. On n'a pas besoin que les gens meurent, on n'a pas besoin qu'ils soient forcément dans un d'état non ordinaire assez poussé, genre en mode réanimation, tout ça. Par contre, on a des cibles qu'on contrôle bien, on a des statistiques qu'on connaît bien, on accumule les résultats de labo en labo, de génération en génération depuis très longtemps, et on publie tout ça depuis très longtemps aussi dans des très bonnes revues de psychologie, de physique, etc. Donc, c'est très étonnant que les gens associent l'expérience de mort imminente à ces perceptions véridiques, alors qu'en fait, c'est une partie très faible de chance, et puis qui en gros n'expliquerait absolument rien. L'expérience de mort imminente, c'est 50 000 fois autre chose que cette perception véridique, et à côté, ces gens ignorent la quantité et la valeur des travaux en parapsychologie scientifique. Donc pour moi, c'est toujours assez étonnant. Et justement, est-ce que vous pourriez nous donner de quelques exemples de travaux qui vont être étudiés en parapsychologie dans des conditions contrôlées, et de s'ils ont eu des résultats, est-ce que ça tend justement vers ce phénomène qui pourrait exister, les phénomènes qui par contre eux ils n'arrivent pas à avoir de résultats montrant une corrélation, enfin montrant des résultats statistiques significatifs, etc. Oui, ben c'est d'un autre domaine. Là, on est en train de juxtaposer des choses. Moi, il se trouve que ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à tout ça et j'ai eu le temps de cheminer, mais quand on est clinicien, qu'on accueille les gens qui vivent ces expériences, on n'est pas là pour dire vous c'est vrai, vous c'est pas vrai. On n'est pas dans cette idée-là. On est dit mais comment vous faites pour vivre avec ça, quelles sont les difficultés que vous éprouvez, comment on peut vous aider à les intégrer. Et parfois ces gens tout seuls, comme ils sont très grands, ils tapent sur internet et ils trouvent des documentations que les psychologues, même à la fac, n'ont pas forcément en tête parce qu'il n'y a pas de cours informant sur la psychologie des expériences exceptionnelles et la parapsychologie dans une université française, contrairement à d'autres universités dans le monde. Et pour le coup, ce que j'ai fait récemment avec des collègues, on a travaillé pendant 4 ans et on a publié chez Duno un grand manuel de parapsychologie scientifique. Et dans ce grand manuel qui fait 650 pages, on détaille l'état des données empiriques en faisant appel à des spécialistes français ou américains, et les théories, et puis toutes les extensions qu'il peut avoir autour de ça.
Ce qu'on vient montrer, c'est que sur les perceptions sensorielles, il y a vraiment beaucoup de travaux. Alors, il y a ce qu'on appelle des paradigmes expérimentaux, c'est-à-dire il y a des choses qui sont à la mode, des façons de tester la chose qui pendant 20, 30 ans vont être utilisées par plein de chercheurs et qui montrent assez bons résultats, puis parfois la mode change et on passe à un autre dispositif. Des choses qui ont très bien fonctionné, ça a été beaucoup d'associer des états non ordinaires de conscience, plus ou moins légers ou lourds, avec ces expériences. On se rend compte que, par exemple, le rêve, qui est un état dans lequel on va tous baigner à un moment ou à un autre, facilite les rêves prémonitoires, les rêves télépathiques. Et donc, on met en place des expériences où les gens rêvent, racontent leurs rêves. Ensuite, on va prendre, par exemple, un ordinateur, on lui demande de choisir quelle était la cible du rêve. Donc, dans l'après-coup, personne ne pouvait le savoir avant. Et on voit, c'est une corrélation entre le rêve qui a été raconté, dessiné, enregistré, et la cible. Donc ça a pu être fait, c'est publié, les résultats sont toujours aussi bons depuis 40, 50 ans. Vous avez d'autres choses, parce que rêver toute une nuit, et puis c'est un peu, on va pas avoir un super rêve toute une nuit, on a des choses qui permettent de faire plus d'essais, comme le Ganzfeld. C'est un dispositif de déprivation sensorielle, on est un peu coupé du monde, on est super relaxé, et on ne dort pas, mais on est dans ce qu'on appelle l'hypnagogie. On a nos pensées qui diffusent, et on a plein d'images qui nous viennent, on est beaucoup éloigné du bruit ambiant, voilà. Donc on se concentre sur ce qu'on vit à l'intérieur. Et dans cet état-là, pareil, on sait que ça favorise les perceptions extrasensorielles, donc même chose, on demande une cible, l'ordinateur choisit une cible, et on vérifie entre nos pensées, ce qu'on a raconté, et la cible qui a été choisie par l'ordinateur. Ça, depuis les années 80, on reproduit, très bon résultat, euh, voilà. Et puis, la nouvelle mode, ça va être plutôt de dire, bon, on va utiliser des tests de psychologie très classiques, genre l'effet d'amorçage, le priming. Donc, je vous donne une information, puis je vous donne une autre information. S'il y a une congruence entre les deux informations, vous allez plus facilement réagir. S'il y a une incongruence, vous allez plus galérer. Et là, on fait ça en inversant l'ordre des tâches, c'est-à-dire que la deuxième information vous est donnée après que vous ayez fait votre choix. Donc on crée une congruence ou une incongruence, mais avec un paradoxe temporel. Bon, bah ça, depuis les années 2000, c'est le paradigme qui est en tête et qui a fait l'objet aussi de plein de réplications, des méta-analyses depuis 2015, avec toujours des résultats. Donc on est toujours à tester comment des gens ont des cognitions anomales, ont des connaissances dont on ne comprend pas d'où ils les tirent parce qu'ils n'ont pas des sources directes donnant ces informations. On utilise des états non ordinaires différents, par exemple sur le rétro-priming, vous n'avez pas du tout de rêve ou d'hypnagogie, vous faites ça juste face à votre ordinateur, un étudiant, il fait 100 essais en 1 heure, voilà quoi. Donc il y a plus de données, c'est plus fiable aussi d'une certaine façon, ça demande moins de sensibilité par rapport à tout ça, et les résultats s'accumulent. Donc ça fonctionne assez bien, c'est assez étayé, il y a toujours des discussions, moi je suis... en fait, mon opinion, c'est que les exigences scientifiques sont toujours en train d'évoluer, et que parfois, quand on amène un type de preuve, on dit ok, mais en fait, on voudrait changer la façon de calculer les statistiques, changer la méthodologie, il y aurait ça, et on pinaille, et c'est très bien qu'on pinaille, parce qu'on veut vraiment être sûr, et donc ça repousse toujours un peu plus loin la conclusion. Il y a des domaines qui galèrent un peu davantage, et notamment tout ce qui va être l'influence de l'esprit sur la matière. Il y a aussi plein de recherches depuis une centaine d'années, il y a plein de données publiées, les modèles sont... Il y a moins de données positives, on est moins sûr de ce qu'on a sous la main, on comprend pas non plus ce qui se passe à ce niveau-là, on va parler de perturbations anomales, voilà. N'empêche qu'il y a des très bonnes recherches, assez bien conduites, et que c'est absolument pas fini, et que ça nous éclaire aussi peut-être sur les limites de l'approche scientifique, et des choses comme ça. Et justement, avec ces recherches, qu'est-ce que ça peut éclairer, permettre de découvrir sur la relation entre le cerveau et la conscience, et peut-être même comment est-ce qu'on va aborder la conscience dans ce cas-là, puisque ça semble être quand même l'un des aspects clés, ou en tout cas qu'on va aller chercher, puisqu'on va aller chercher un contenu qui sera apparu sur la conscience de la personne et qu'elle pourrait rapporter à ce moment-là. Donc comment est-ce que du coup ça vient articuler? Parce qu'il y a un cadre généralement matérialiste dans la science. Donc est-ce que justement on reste dans ce cadre-là? Est-ce qu'il y a des théories qui développent sur d'autres aspects philosophiques des origines de la conscience et qui essaient de les intégrer justement dans un cadre scientifique? Comment est-ce que la question de la conscience est abordée? C'est assez compliqué au sens où vous pouvez très bien avoir une approche matérialiste en parapsychologie. C'est matérialiste positiviste, ça empêche pas du tout.
je suis pas sûr que les preuves qui sont menées en parapsychologie d'elles-mêmes nous permettent de dire bon l'esprit ou la conscience existe, la conscience c'est ça. Et c'est des modèles théoriques qui peuvent s'instruire, bénéficier des données de la parapsychologie pour dire bah, la conscience doit répondre à telle ou telle propriété. Par exemple, ce que viennent de montrer les parapsychologues, c'est que le phénomène le plus essentiel qu'ils arrivent à démontrer, c'est la prémonition. C'est le phénomène qui normalement met tout par terre parce que on se connecte à nous-mêmes dans le futur et on se prévient de dangers. Et on peut comme ça éviter des dangers. Donc il y a des choses affectivement chargées qui vont nous surgir en rêve, qui vont nous dire prends pas ta voiture ou lui ne doit pas prendre sa voiture. Et mais là il y a aucun modèle de l'esprit qui intègre cette propriété, aucun modèle de la conscience en réalité. Ça c'est une façon. Donc le champ des consciousness studies, il est très vaste et il intègre des parapsychologues, des physiciens, des neuroscientifiques, des philosophes, etc. Vous avez un autre aspect, c'est que les chercheurs au tout début qui sont intéressés à la parapsychologie dans le 18e, 19e siècle, ils ont effectivement ouvert le champ scientifique à l'étude de l'esprit. Il faut comprendre que la psychologie, ça a un peu plus d'un siècle, c'est vraiment très récent, que avant, en gros, c'était quelques médecins qui s'intéressaient un peu aux aspects psychosomatiques, mais ils se sont vus complètement débordés par les phénomènes d'imagination, de magnétisme animal qui sont devenus d'hypnose. Comment on peut paralyser un bras juste par une idée, une suggestion. Donc là, comme ça a complètement explosé, la psychologie est apparue, selon moi, comme une hétérodoxie médicale. Les médecins étaient débordés et d'autres chercheurs se sont emparés du sujet, qui venaient de n'importe où à ce moment-là, juste des gens curieux des phénomènes de l'esprit. Et c'est ce qui a été appelé dans un premier temps la recherche psychique. Psychical research, c'est l'ancêtre de la parapsychologie. Ce n'était pas différencié de la psychologie, c'était exactement la même chose. Ces chercheurs s'intéressaient aux états non ordinaires de conscience, à l'hypnose et à d'autres techniques qui induisaient tout ça, et s'intéressaient aux phénomènes merveilleux de télépathie, suggestion mentale, ectoplasme, médiumnité. Tout ça, c'était les premières sociétés de psychologie. Ces mêmes chercheurs sont ceux qui disent quand on s'intéresse à l'esprit, il y a effectivement la conscience, c'est le terme que vous employez, mais ça, c'est les choses dont on a une connaissance directe, subjectivement, on a l'impression d'atteindre ces choses-là, sauf que c'est une toute petite partie du fonctionnement de l'esprit, du psychisme. On sait aujourd'hui que c'est à peu près 5% des activités mentales qui sont traitées par la conscience. 95% du reste ne l'est pas. Donc ces chercheurs ont creusé et ont développé des modèles du subliminal, du subconscient, de l'inconscient, et ont étoffé largement en disant mais il y a des capacités latentes absolument incroyables. Il y a des gens qui sont capables d'écrire des textes avec les deux mains sans se rendre compte de ce qu'ils sont en train d'écrire, tout en tenant une conversation avec une troisième personne. Il y a des capacités de créativité ou d'intelligence qui sont sous-jacentes et on peut les manipuler avec l'hypnose, avec des drogues et les voir survenir dans une transe médiumnique, etc. Donc tout ça a généré un énorme intérêt, tout en étant quand même toujours très controversé parce que ça chamboule plein de choses, il y a des extensions, il y a une crainte de tomber dans un merveilleux. Là, j'ai parlé d'ectoplasme. Est-ce que l'ectoplasme, c'est un phénomène réel? Est-ce qu'on peut se dire, bah tiens, il y a des gens, ils imaginent qu'ils sont en contact avec un défunt, mais du coup, ils arrivent à faire en sorte que le défunt se matérialise dans une pièce en empruntant finalement comme à une partie de leur corps, quoi. Voilà, en récupérant certaines de leurs cellules pour former une autre substance. C'est complètement fou, en fait, de dire ça. Et à l'époque, bah, ils n'étaient pas fermés. Des gens comme Pierre et Marie Curie, Charles Richer, Henri Bergson, pour citer des prix Nobel français, s'impliquaient dans ce type d'études. Donc voilà, ça c'est une autre poussée de la conscience, à quel point les modèles venant de la recherche psychique sont des modèles extrêmement féconds qui ont créé un petit peu une vision très large de la psychologie, amenant à imaginer qu'il y avait des capacités et des propriétés de l'esprit qui débordaient tout ce qu'on savait jusqu'alors. Et du coup, en termes de modèle philosophique, comment est-ce que vous abordez la question de la conscience ? Moi, je suis pas du tout un spécialiste de ça. C'est assez compliqué pour moi parce que il y a des gens vraiment bien plus calés là-dessus. Pour moi, conscience, c'est tellement un concept chewing-gum
qui est utilisé à différentes sauces que je ne m'en sors pas vraiment avec ça. Ce que je peux un petit peu voir, j'aime beaucoup Henri Bergson, mais même si je sais qu'il y a des choses qui sont assez datées, je trouve il a un modèle qui est assez opérant où il va finalement se rendre compte que les interactions entre l'esprit, la conscience, si on veut, et le corps, ou plus précisément le cerveau, ce sont c'est des interactions qui montrent une interdépendance. Et une interdépendance qui montre que le cerveau filtre les capacités de l'esprit et lui permet d'être présent dans l'action et de pas être complètement débordé par tous les souvenirs. Et ça sert à plein de choses. Et en même temps, ce n'est pas tout de l'esprit. L'esprit peut s'embarquer à mémoriser absolument tout de façon parfaite et intégrale, n'oublie rien, et a juste parfois des difficultés d'accès au corps. Et des fois, quand on va par exemple rêver, on a des propriétés de l'esprit comme l'associativité, l'accès à des souvenirs qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on a dans notre quotidien. Et ce que dit Bergson, c'est, il a étudié l'amnésie déjà, il y avait beaucoup de travaux à son époque, on voit très bien qu'on ne peut pas déduire de l'étude du cerveau ce que seraient les propriétés d'esprit. Voilà. Et aujourd'hui, on pourrait dire ça autrement, on pourrait dire, on ne peut pas déduire de l'étude de l'intelligence artificielle et des robots ce qu'est l'esprit. L'esprit, le vivant, présente des propriétés que aucune machine ne présentera jamais. Et donc ça délimite des champs différents. Et c'est vrai que le modèle qui prédomine scientifiquement, c'est un modèle où on voudrait tout expliquer par les mathématiques, la physique par les mathématiques, la chimie par la physique, la biologie par la chimie, et la psychologie par la biologie. Et donc ceux qui se tiennent dans ce sens-là en disant oui, les neurosciences vont tout expliquer, vont reproduire l'esprit, on est dans les fantasmes à la Black Mirror, hein. On va télécharger votre mémoire, on va la mettre dans un autre cerveau, des trucs transhumanistes. Tout ça, c'est un modèle qui rentre dans le neuro-réductionnisme et le matérialiste ambiant, très compatible avec la société capitaliste néolibérale, mais en réalité, on ne sait pas scientifiquement si c'est vraiment la seule voie possible. Mais aussi parce qu'une autre voie serait difficile à explorer d'un point de vue de la science aussi. C'est-à-dire que la science est basée un petit peu sur ce cadre matérialiste et réductionniste du monde autour de nous. Et du fait qu'on va pouvoir l'étudier d'un point de vue extérieur. Là où pour la question de la conscience, vu qu'on a affaire à la subjectivité de la personne, peut-être que en tout cas les outils de la science actuelle trouvent très vite leurs limites en dehors d'analyse de discours. Mais c'est là que la parapsychologie est très intéressante parce que on parle de parapsychologie, mais c'est vraiment une sorte d'héritage historique. Je vous disais, au début c'était fusionné avec la psychologie, puis les psychologues se sont un petit peu débarrassés de ça et l'ont mis de côté. Mais ça a été très lent et ce partage n'est pas complet. Actuellement, les parapsychologues sont très souvent des psychologues universitaires pour les chercheurs. Mais l'autre nom qu'on peut donner, c'est la psychophysique. La parapsychologie s'intéresse aux interactions entre le subjectif et l'objectif. Et leur domaine de spécialité, c'est exactement ça. Quand on étudie l'influence de l'esprit sur la matière, on se dit, mais pourquoi des gens qui sont par exemple plus créatifs, ils vont avoir plus de performance pour modifier le hasard dans telle machine? Et là, on a des données qui ne sont pas juste du pur subjectif. On a dit tout à l'heure, on peut avoir des témoignages et c'est légitime de s'intéresser à ça. Ça nous fournit des hypothèses pour tester, par exemple, tiens, il y a beaucoup plus de gens qui me disent qu'ils ont ce phénomène en rêve. Donc, utilisons le rêve pour produire le phénomène, etc. Mais l'accumulation de preuves des parapsychologues vient de montrer que non, l'esprit ne se soustrait, enfin, ne respecte pas toutes les contraintes qu'on voudrait qu'il respecte. Par exemple, s'il est capable de prendre des informations dans le futur, ouais, ça déborde le cadre de la réalité physique telle qu'on voudrait se la représenter. Et tout à l'heure, on parlait de conscience et d'inconscience. J'ai parlé de phénomène de précognition, mais il y a une autre étude qui marche tout aussi bien, qui est le pressentiment. Le pressentiment, vous me donnez une tâche tout à fait basique à quelqu'un qui est juste éventuellement de rester devant un écran, puis de choisir des images ou des choses comme ça, ou de juste visualiser les images qui vont apparaître, et vous mesurez ce qui se passe dans son corps. Donc ça peut être dans la dilatation de ses pupilles, la sueur sur sa peau, son rythme cardiaque, sa respiration. Tous ces indices physiologiques, on les mesure et on se rend compte qu'ils vont avoir des réactions plus fortes émotionnellement juste avant d'être mis face à des stimuli affectifs. Alors ça peut être des choses un peu chocs ou un peu sexualisées. En tout cas,
quand on le compare à un stimulé neutre, ils ont pas cette réaction. Et ça va être quelques centaines de millisecondes avant que le stimulus soit présenté, mais c'est tout à fait suffisant quand on fait suffisamment d'essais et qu'on fait la moyenne pour dire là, il y a un pressentiment, une bosse dans les données, c'est une anomalie. C'est une anomalie qui ne nécessite pas la conscience. Les gens scannent, ont une sorte d'antenne qui les rend toujours sensibles finalement à ce futur, au lointain, à des informations même qui ne sont pas directement accessibles. Et donc ça amène à des modèles de l'esprit qu'il faut créer. C'est là où est l'autre difficulté, c'est que le monde matérialiste, on a toujours baigné dedans dans notre culture, on est très habitué à ça et on se dit mais waouh, si la télépathie existe, c'est quoi la limite? Les gens vont rentrer dans ma tête, on pourra plus mentir. Si la psychocinèse existe, en fait, n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe où. Et comme on ne voit pas les limites, on a très peur de ce monde-là. Et c'est vrai que la SF joue à nous horrifier autour des fantômes et toutes les capacités psychiques avec les mutants et leurs grandes guéguerres. Les parapsychologues essaient d'élaborer des modèles qui proposent aussi des limites à ces phénomènes. Pour l'instant, ces modèles, il y en a une trentaine qui sont, on dirait, en compétition, en élaboration. Et quand on aura un modèle suffisamment intelligible, je pense qu'on pourra dire « Ok, je suis prêt à accepter un autre monde dans lequel il y a à la fois ces phénomènes et une vie possible tout à fait moralement saine. » Ça fait 2 fois que vous mentionnez justement cette question de la prémonition ou du rêve prémonitoire, mais cette question de une personne a une information un petit peu comme si elle s'était connectée dans le futur avec un futur état et du coup on avait tiré les conclusions dans le présent pour pouvoir après avoir agir ou peu importe le but. On sait qu'en physique, la question du temps, là, en ce moment, est vraiment remise en question. Il y a différentes théories du temps, etc. À quel point est-ce que justement il y aurait des physiciens qui auraient réfléchi à ces questions ou avec lesquels justement les parapsychologues auraient collaboré pour essayer justement d'en tirer un modèle ou d'essayer de voir comment est-ce que peut-être que ça peut s'intégrer dans une réalité, enfin, sans venir contredire forcément toutes les notions qu'on a actuellement en physique à propos du temps, etc. Et comment est-ce qu'on pourrait peut-être l'intégrer dans... Est-ce que ça pourrait indiquer, oui, du coup, sur... Parce que le but, c'est pas de venir contredire ou d'avoir un monde, je suppose, de la parapsychologie et un monde du réel comme on l'entend en physique. Le but, ce serait d'essayer d'avoir un pont et de qu'est-ce que nous dit ce phénomène-là sur la réalité globale et comment est-ce qu'on va l'intégrer au modèle. Donc, quel est l'avis justement des physiciens dessus sur cette question du temps et comment est-ce que ça pourrait être intégré dans vos modèles? Il y a plusieurs choses. C'est déjà que les physiciens, dans leurs équations, leurs équations sont absolument symétriques. Donc elles accepteraient des solutions passées-futures comme des solutions futures-passées. Alors par convention, ils acceptent pas les ondes retardées, ondes avancées, etc. Mais en fait, les calculs ne l'excluent pas. Beaucoup de physiciens théoriciens, du coup, ont réfléchi à tout ça avant même que des parapsychologues s'en mêlent. Et certains physiciens contribuent au champ de la parapsychologie, même des prix Nobel. Vous avez Brian Josephson, Roger Penrose, et auparavant, ils sont assez nombreux aussi à penser tout ça. Par exemple, aux États-Unis, depuis 2006, vous avez Daniel Sheehan qui réunit dans des congrès parapsychologues et physiciens de très haut niveau, des congrès de l'American Association of Advancement of Science, avec des comptes rendus qui sont publiés, mais c'est très technique, hein, c'est en anglais et c'est très technique, sur la rétrocausalité. En fait, explorer toutes ces pistes-là pour repenser le temps avec ces solutions. Alors, rétrocausalité, moi je n'aime pas trop ce terme, mais on voit bien un peu l'idée, c'est que en réalité, nous avons une sorte de préjugé qui est le principe de causalité s'appliquerait partout, tout le temps. Il n'y a rien qui se passerait sans avoir une cause, tout est effet d'une cause, et on a un cheminement très mécanisme comme ça. En réalité, avec la physique quantique, on sait que ça c'est complètement faux, et qu'il y a plein de phénomènes qui ne répondent pas du tout à ce déterminisme causal et qui sont fondamentaux. Donc déjà, la causalité, dans un sens passé-futur, passé-présent, c'est une petite partie du monde. Bon, voilà. Et puis après, comment on peut imaginer peut-être un principe de finalité avec des fins ultérieures qui vont rétro-déterminer des moyens antérieurs. Et donc ça, il y a quelques physiciens qui se sont attelés à ça, mais qui peut-être ont manqué encore de compétences. En tout cas, il n'y a pas un modèle qui se sera imposé. Il y a des autres types de chercheurs. Moi, récemment, j'ai édité le livre de François Favre, qui est un médecin et parapsychologue français qui est décédé, mais qui pendant toute sa vie a travaillé et a essayé de colliger
toute la littérature sur ces sujets, et il a écrit un livre qui s'appelle La finalité, le psy et la science, et dans lequel il décrit ce principe de finalité et comment l'énoncé est très simple, mais quand on va l'appliquer non seulement en parapsychologie, mais dans tous les domaines scientifiques, ça ouvre des portes exceptionnelles, parce qu'il y a plein de phénomènes qui en réalité répondent très mal au principe de causalité. Et le principe de finalité nous amène en fait à décrire des choses. Et par exemple, en psychologie, en réalité, qu'est-ce qu'il y a de vraiment causal? On a souvent une sorte de pseudo-déterminisme où les choses sont arrivées, et donc on va faire des rétro-explications en disant ben voilà, ça s'est passé comme ça à cause de ça. Et on invente des causes pour expliquer les effets ultérieurs. Mais toute cette rétrodiction qu'on utilise dans toutes les sciences humaines, c'est pas de la vraie causalité, ça aurait pu être autrement. En fait, il y a jamais un déterminisme strict avec les êtres vivants qui répondent en fait à d'autres principes. Et ce que dit François Favre, mais avec d'autres chercheurs, c'est qu'il y a une sorte peut-être d'équilibre à trouver entre ce principe de finalité et de causalité. Les deux sont absolument nécessaires pour décrire le tout de la réalité. Vous avez un chercheur parapsychologue, mais qui est également professeur de psychologie et formé en physique, qui s'appelle Dick Bierman, aux Pays-Bas. Et lui, il a un modèle qu'il a développé depuis 2008 sur le fait que l'asymétrie qu'on va trouver dans le monde physique, avec la thermodynamique et choses comme ça, finalement, elle trouve une sorte d'équilibrage grâce à la conscience. Sans trop expliquer ce qu'est la conscience, il va donner quelques précisions, mais en gros, il dit il y a une restauration de la symétrie grâce à l'apport de la conscience. Les phénomènes physiques contribuent sur une partie, et la conscience leur donne l'autre partie qui leur fait finalement, qui fait que ce monde existe tel qu'on le perçoit. Voilà, donc il y a des pistes, et lui va proposer non pas juste des théories des équilibrations, mais des tests très concrets en laboratoire de ces expériences. J'ai parlé du pressentiment, par exemple. Lui, c'est un des spécialistes du pressentiment, et il propose, par exemple, qu'on teste différents stimulus ou stimuli, du coup, dans l'après-coup, pour voir si on a différentes bosses en amont. En fait, il veut essayer de montrer la symétrie entre le physiologique, qui serait du corporel, et le psychologique, qui serait la réaction d'angoisse qu'on aurait après la présentation des stimulus. Et ça lui permettrait de tester son hypothèse d'une sorte de miroir entre la conscience et le monde physique. Mais il y en a d'autres comme ça, mais c'est un peu technique. Je me demande, pour les expériences sur le pressentiment, vu que on a quelques centaines de millisecondes, il me semble que vous avez dit on peut voir la réponse avant que la personne voit le stimuli, enfin avant que le stimuli soit affiché sur l'écran en question. Est-ce que si justement on chope la réponse au moment où on chope la réponse, l'ordinateur change les stimuli et du coup il n'y a plus de stimuli qui va apparaître? Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, est-ce que ça a été essayé? Est-ce que du coup on voit juste rien tout du long et donc en fait on suppose que du coup je sais pas, que la présupposition ferait que du coup il sait qu'on va changer donc il n'y a pas, ou est-ce que justement on observe la bosse, ensuite elle s'enlève et ensuite on peut la faire réapparaître, ou comment ça se passe? Bah là, vous avez commencé à raisonner comme les parapsychologues contemporains. C'est-à-dire, on a un protocole qui marche bien, et à partir de là, quelles questions on peut poser pour avoir des réponses pour nous permettre de mieux saisir, de trier les hypothèses et construire un modèle qui soit pas juste un super discours et une super rhétorique, mais un truc fondé scientifiquement sur tous les aspects. Et là, je peux pas vous répondre parce que je pense que cette expérience, tout simplement, n'a pas été faite de cette façon-là. Ce que Bierman a pu montrer, c'est qu'il a demandé, par exemple, à des chercheurs en neurosciences qui avaient des données physiologiques tout à fait bateaux sur d'autres protocoles, s'ils pouvaient lui renvoyer les données. Certains ont accepté de le faire, et avec ces données, il a fait les mêmes analyses que chez lui, et il s'est rendu compte qu'il y avait des effets de pressentiment dans des trucs qui n'avaient rien à voir, qui n'étaient pas des expériences de parapsychologie. Donc en fait, ce phénomène, il est tout le temps là, et quand on le regarde, on peut le trouver. Simplement, il faut jeter un œil. Je me demande par rapport à un fonctionnement normal, par exemple, parce que là, pour être clair, on est bien d'accord que c'est pas les quelques millisecondes, ça va être avant même que ce soit affiché sur l'écran. C'est-à-dire que c'est pas avant que ça apparaisse à la conscience, et on Non, pourrait c'est ça. expliquer ça par un décalage entre l'affichage. Non, pas On du est bien tout. d'accord là-dessus. Oui, oui. Et vu qu'on sait que la conscience, c'est un peu la dernière à savoir. Enfin, ce que j'appelle la conscience, quand ça arrive dans notre expérience subjective. C'est-à-dire que par exemple, on sait que si on monte quelque chose, il y a quelques millisecondes que ça arrive. Par exemple, si je me touche le nez et que je me touche le pied, je vais avoir l'impression de me les toucher en même temps, alors qu'on sait qu'il y a un décalage entre les deux dans la vitesse. Donc il y a forcément un temps d'attente, de délai, ou alors en tout cas une supposition qu'on va toucher les deux. Donc dans ce cas, je sais pas si c'est un truc prédicteur qui viendrait en avance avant la sensation, les synchroniser.
Je sais pas comment ça pourrait se passer. Mais justement, vu que c'est la dernière à savoir, est-ce qu'on n'est pas toujours, enfin, en fait, ma question c'est, on pourrait retirer la conscience totalement de ces expériences et juste se baser sur un corporel base sans vécu subjectif, du coup, pour l'expliquer. Exactement ça. C'est la conclusion à laquelle sont arrivés les chercheurs dans les années 60-70, et c'est ce qu'ils ont appelé en gros le psy implicite. Vous n'avez pas besoin de savoir que vous avez de l'intuition et que vous avez des trucs comme ça, et la plupart des gens, ils vont avoir des micro-gestes qui sont hyper adaptés, mais ils peuvent pas du tout expliquer pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont changé de chemin, quelles sensations ils ont suivies qui les a guidés pour prendre des décisions normalement complexes, sans qu'ils y arrivent à conscientiser. Donc nous, on a cette image que la télépathie ou la psychocinèse, c'est des gens qui se concentrent, ils sont en train de suer, ils ont des images mentales incroyables. En fait, pas du tout. Les tests sont plutôt hyper monotones, hyper banaux, et en fait, les gens, euh, il y a même parfois, on leur demande même pas de faire des tâches parapsychologiques, et ça fonctionne tout aussi bien. Donc vraiment, ça élargit aussi cette vision de l'esprit, puis ça décomplexifie un petit peu ça démythifie cette vision d'un super pouvoir, alors qu'en réalité, si ça fonctionne, si c'est présent tout le temps et dans le fonctionnement de l'esprit en permanence. Je me demande, il y a deux effets qui sont communément pas du tout associés justement à la parapsychologie. Ça va être les réflexes et l'effet placebo. Où est-ce qu'ils se situent les deux? Puisque les réflexes, est-ce qu'on pourrait le voir comme une sorte d'anticipation, ce qui explique la vitesse? Parce que des fois, enfin, on a tous des réflexes. Parfois, on se rend même pas compte, on se rend après, on se demande même comment c'est possible qu'on ait réagi aussi vite. Est-ce que là, par contre, c'est suffisamment, on a les acomptes biologiques qui est que le temps de réponse que ça met pour le système moteur, par exemple, et de passer à la moelle épinière et de revenir, tient parfaitement? Ou est-ce que justement, il y a des fois, on a des réflexes qui sont tellement courts que ça, on pourrait pas l'expliquer si c'était le temps entre le moment où ça fait regard, moelle épinière et coordination motrice, par exemple. Et pareil pour l'effet placebo, qu'est-ce qu'on en fait pour cet effet de l'esprit, entre guillemets, sur le corps? C'est des énormes questions. Je sais pas, vous vous rendez compte à la taille des questions. Mais les parapsychologues, ils essaient pas d'expliquer les phénomènes paranormaux. En fait, ils s'en foutent. Ils essaient d'expliquer l'univers. C'est vraiment ça. Et dans cet univers, oui, on pourra comprendre des phénomènes de télépathie quand on aura compris le fonctionnement de l'esprit humain. Donc, leur hypothèse, c'est que oui, il y a du psy rare, des phénomènes très étonnants qui se présentent comme des anomalies, mais ils nous montrent la voie vers le psy courant. Et François Favre, dont je parlais tout à l'heure, ce médecin français, lui, il pointe notamment l'expérience de Benjamin Libet, je sais pas si vous connaissez ce neuroscientifique, qui dit que finalement, il y a une activation cérébrale avant que la personne ait la prise de conscience de la décision qu'elle a demandé de prendre. Mais l'interprétation qu'on donne souvent, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de libre arbitre et notre cerveau avait décidé avant nous et on a l'impression d'avoir décidé alors que c'est pas le cas. L'expérience de Libet montre pas du tout ça parce que les gens ont encore le droit de veto. Donc ils vont pouvoir contredire l'activation cérébrale parce qu'ils décident, après avoir décidé, d'arrêter d'avoir décidé. Voilà. De se contredire eux-mêmes. Là, l'interprétation que propose François Favre, c'est du psy courant. Et le psy courant, c'est que quand on prend une décision consciente, en fait, on a une position qui est celle d'une finalité, d'un principe de finalité. On est dans l'avenir. Et cet avenir va dire au corps, antérieurement, il faut que tu me donnes les moyens d'appuyer sur le bouton. Il faut que tu me donnes les moyens de faire ce qu'il faut. Et rétroactivement, il va mobiliser de façon convergente des moyens qui sont électrochimiques, psychophysiologiques, en vue de l'action que j'ai décidée. La vision de François Favre, c'est qu'il n'y a jamais, dans la moindre activité de l'esprit, autre chose que du psy. C'est toujours du psy. C'est toujours du psy au sens où c'est de la finalité qui s'exerce depuis une zone du futur qui n'est pas, elle, matérialisée, sur une zone matérielle qui est mobilisée en vue d'accomplir cette fin. Sur le placebo, on a une démonstration criante de ça, puisque les effets placebo ont des bases qui sont des volontés, des croyances, des choses comme ça. On n'explique jamais correctement la mobilisation de certaines parties du corps, d'un organe qui va guérir, ou d'une zone du corps qui va se modifier pour faire imprimer des brûlures ou des lettres, ou des choses comme ça, sur la partie gauche et pas la partie droite, à n'importe quel endroit sur mon doigt de pied comme sur mes omoplates. Le placebo montre très bien des relations psychosomatiques
extrêmement complexes qui sont une part de mystère sur lesquels la parapsychologie travaille. Et en réalité, il y a des énormes connexions. Alors ça paraît très ambitieux parce que ça va demander sûrement plein de travaux, mais vous avez en France un chercheur au CNRS qui s'appelle Pierre Usan qui a fait un certain nombre de travaux sur le psychosomatique en utilisant des données publiées par d'autres chercheurs. Il a même pas besoin de faire des travaux expérimentaux et il montre bien qu'on a des modèles explicatifs sur les corrélations entre des aspects subjectifs, des émotions par exemple, et des aspects physiologiques comme des cycles ou des décharges physiologiques. Et il n'y a pas de modèle mécaniste qui rende compte correctement de ces corrélations. Par contre, il y a des modèles non mécanistes, en réalité qui sont des modèles de physique quantique généralisée, qui sont des modèles récents qui existent depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, utilisant le formalisme, la façon de penser de la physique quantique pour l'appliquer au vivant, pour l'appliquer aussi en psychologie. Et ces modèles-là ont des grandes performances de prédiction et de testabilité. Malheureusement, il y a très peu de chercheurs encore qui bossent dessus. Mais là, voilà, typiquement, on a un candidat qui, s'il y a une masse critique de chercheurs et de données qui vont dans ce sens, est un très bon candidat pour dire, OK, les phénomènes hyper bizarres de parapsychologie qu'on a mis de côté pendant si longtemps, en fait, c'est des corrélations non locales qu'on a déjà en physique quantique, mais qui sont administrées dans un univers plus large. Et on pourrait appliquer ça pour comprendre, par exemple, les guérisons un petit peu magiques, anomales, des choses comme ça. Par principe de finalité, juste pour l'expliquer, est-ce que vous pouvez l'expliquer, le principe de finalité, parce que je suis pas sûr de l'avoir bien saisi. L'énonciation très simple, c'est une fin rétro-détermine des moyens antérieurs. Sachant que votre principe de causalité, c'est une cause détermine des effets postérieurs. Voilà. Donc il y a une pure symétrie entre ces deux principes. Simplement, on a toujours cette tendance à imaginer que tout fonctionne sur base de causes matérielles et que il y a que ce cheminement-là qui est valable sur le plan scientifique. Et c'est vrai, je pense que la physique est la science de la causalité, jusqu'à un certain point. Jusqu'au point où ils arrivent à des phénomènes chaotiques avec de l'indéterminisme et que le déterminisme causal n'est plus le seul explicatif. Et le principe de finalité, c'est normalement tout ce que devraient étudier les sciences non physiques, les sciences humaines, de la façon dont, que ce soit l'esprit d'un individu jusqu'à l'esprit d'une communauté, d'une culture, voire tout à ce à quoi on peut attribuer l'esprit. Il y a des gens qui pensent que la Terre est un esprit, par exemple, va mobiliser des moyens antérieurs. Je vous donne des exemples. À une échelle globale, je vous ai donné l'échelle de votre cerveau avec l'expérience de Libet, et l'échelle globale, François Favre va prendre les données, que vous pouvez aussi consulter facilement, de démographie, montrant que quand il y a des guerres qui massacrent un certain nombre de gens, comme les guerres mondiales, on va avoir des phénomènes de variation, de naissance, des garçons par rapport aux filles. Normalement, c'est kiff-kiff, 50-50 des deux côtés, et on se rend compte qu'il y a plus de garçons qui naissent après les guerres mondiales, comme pour repeupler et équilibrer la dose. Et un truc que François Favre n'avait même pas vu, parce qu'on a d'autres données depuis, il est décédé en 2016, c'est qu'on a même, avant cette guerre mondiale, un biais qui déséquilibre et qui fait qu'il y a plus de garçons qui naissent avant la guerre et après la guerre. Là, vous imaginez, au niveau d'une espèce qui serait celle de l'espèce humaine, c'est comme si on était dans une globalité, et la finalité de cette globalité, c'était un équilibre, une harmonie, une homéostasie. Eh bien, on réagit en tant qu'espèce face à une menace, et là, pour expliquer mécaniquement comment ça se fait qu'il y ait plus de garçons que de filles, bon, il y a des hypothèses génétiques, de stresseurs, d'hormones, des choses comme ça. Il n'y a aucun modèle qui tient sur le plan biologique. Et quand on prend une vision très systémique, là, on se rend compte que la fin, c'est l'équilibre, l'harmonie, et elle mobilise les moyens, et les moyens, c'est de mettre des petits coups de pouce sur des aspects biologiques, à gauche, à droite, en gros, pour pousser à ce qu'il y ait plus de garçons qui naissent. En tout cas, c'est typiquement le genre d'exemple d'anomalies qui sont présentes. Personne ne conteste cette réalité des chiffres, mais pour l'expliquer, il va falloir, du coup, proposer des modèles précis. Oui, c'est ça, parce que après, je pourrais imaginer. Non, j'ai du mal à. Non, parce que même en termes biologiques, non, parce que je pourrais imaginer qu'il y aurait des réactions biologiques. Enfin, je suppose qu'une explication évolutive qui serait peut-être donnée serait justement des réactions biologiques
au fait qu'il y ait eu une guerre, peut-être certains gènes qui sont activés, qui du coup vont faire peut-être, mais du coup, ça n'empêche pas le principe de finalité qui est, parce que le problème c'est que ce principe-là, ça marche que si au moment où la guerre est déclarée, on voit l'augmentation, pas si c'est avant que la guerre apparaisse ou vienne. Je trouve ça extraordinaire, honnêtement, mais Bah oui. mais justement, cette finalité, elle se trouve où? Parce que on va avoir une expérience on va la mettre justement peut-être à la prochaine action, mais du coup, on peut l'extrapoler jusqu'à la fin de l'univers, enfin, ou la fin de toute existence, peu importe ce à quoi ça ressemble. Mais justement, comment est-ce qu'on va aborder cette question-là de la finalité? Parce que j'ai l'impression que dans tous les cas, peu importe dans quel sens on l'aborde, la place du libre arbitre va être enlevée, du coup, dans le sens que ce soit que le libre arbitre soit déterminé par les causes ou qu'il soit enfin, que les actions soient déterminées par les causes ou déterminées par la finalité, j'ai l'impression que du coup, ça enlève déjà la question du libre Mais arbitre. c'est une très bonne remarque, vous avez très bien compris ce qui se passe. Et en fait, ce que propose François Pfaff, c'est justement de ne considérer que la finalité propre, licite. Donc, ma finalité, moi, en tant qu'individu, et d'exclure toute forme de finalité transcendante qui serait liée à des extraterrestres, Dieu, le hasard, avec un grand H, etc. Euh, il va vraiment développer une sorte de modèle très personnaliste et il le fait à partir des données de la parapsychologie. Donc je reviens un petit peu en arrière. Favre, il démarre et il lit tout ce qu'on appelle la casuistique. Donc tous ces livres de parapsychologie dans lesquels on accumule des témoignages, et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quelles sont les limites? Jusqu'où ça va, etc. Et il se rend compte que très souvent, les prémonitions ne touchent en réalité que le domaine de compétence de la personne, que sa vie personnelle, et on ne fait pas il y a personne qui fait des prémonitions fiables d'une catastrophe qui arriverait dans un pays où il a jamais mis les pieds, pour des personnes qu'il ne connaît pas. Et il y a des exemples même très précis. Vous avez un mec qui s'appelle Dune, qui en 1927 publie An Experiment with Time, et il a une prémonition, il a un rêve prémonitoire où il y a un volcan qui rentre en éruption et qui se déverse sur des villages et qui tue 44 000 personnes. Il se réveille, il est horrifié, il récupère le journal et effectivement, le journal, il y a marqué éruption du volcan, je crois que c'était à La Réunion, qui tue 44 000 personnes. Mais un peu plus tard, il a l'information, en fait, il y a une erreur de typo et qu'il y a 4000 personnes qui sont mortes. Lui, ce qui lui est apparu en rêve, ce n'est pas l'expérience du volcan et de la réalité qui est sous-jacente, c'est l'expérience du choc de lui-même lisant l'information. Et c'est ça, on est toujours dans un tunnel. Et c'est un tunnel assez flou, en réalité, on est concerné par ce qui va nous affecter, nous, à titre personnel. Donc voilà, c'est vraiment cette vision très individualiste aussi de la chose. Et comment est-ce qu'on explique du coup l'augmentation des naissances au niveau d'un pays, si c'était au niveau individuel? Au niveau d'un pays, les naissances de garçons par rapport aux filles, hein, c'est ça, hein, c'est la question. Oui, oui. Ben, là, en réalité, il n'y a que François Favre qui vient proposer une interprétation parapsychologique finaliste de ce phénomène-là. Tous les autres défendent mollement des hypothèses biologiques, génétiques, mais qui aucune ne tient vraiment la route pour l'instant. Oui, mais justement, pour François Favre, vu que dans son modèle, pour lui, c'est individualiste le rôle des prémonitions, comment est-ce qu'il va expliquer le fait que du coup, il y a l'augmentation au niveau de l'espèce? Parce qu'au niveau de l'individuel, ça change rien d'avoir une fille ou un garçon. C'est parce que on raisonne un peu par niveau. Vous êtes un individu, ok. Mais en fait, vous n'êtes pas juste un individu, vous êtes un symbiote. Dans votre corps, il y a vous êtes fragmenté en multiples ressources et en multiples individus, et en fait, vous convergez tous dans une direction, qui est la vie, pour vous. De la même façon, on pourrait considérer que vous rentrez dans d'autres groupes, un groupe social, familial, etc., une espèce, la planète Terre. Et donc, on pourrait appliquer les mêmes types de raisonnement selon les degrés d'entité. C'est un peu ça qu'il propose. Oui, je comprends. La question, c'est un modèle à regarder dans le détail. Il est assez technique. Très clairement, le livre que je fais paraître, parce que j'ai édité du coup son travail, son manuscrit posthume, il fait plus de 1000 pages. C'est vraiment un monument. Ah oui, ok, oui, ça. Et parce qu'il a développé ses propres concepts, mais surtout le champ qu'il est en train de défricher, enfin qu'il défrichait, il est gigantesque.
on essaye de réintroduire un autre déterminisme scientifique, excluant les anges, Dieu, etc., et excluant le j'ai envie de dire la monogamie de la causalité, où il n'y a que ça qui prévaudrait, parce que on est face à des anomalies qui nous demandent de penser différemment. Et particulièrement les paradoxes temporels, on revient à ce qu'on disait au début, il n'y a aucun modèle physique qui rend correctement compte des paradoxes temporels. Par contre, on en vit tout le temps en réalité, on est tout le temps en train de faire des projets, d'avoir des intentions qui vont nous changer, qui vont changer la façon dont on traverse le monde. Et ça, c'est pas réductible au déterminisme mécaniste. Et pour revenir un petit peu sur votre clinique, justement, comment est-ce que vous accueillez ces personnes dans, quand elles viennent vous raconter ces histoires, et comment est-ce que justement vous allez les aider à intégrer cette expérience? Quelles sont leurs difficultés justement qu'elles rencontrent? Déjà, je leur raconte pas tout ça parce que sinon elles explosent. Elles ont le droit de lire les bouquins, elles peuvent s'y atteler, mais moi, je suis comme tout le monde, j'ai aussi envie de comprendre, et je pense que leur grande difficulté, c'est dans quel monde je vais pouvoir vivre avec ça sans passer pour un taré, en essayant aussi d'être entendu, d'être prise au sérieux par d'autres personnes. Donc il y a un peu cet aspect-là, elles peuvent être à différents degrés d'interprétation. Il y a des gens qui ont déjà, je sais pas, un prisme spirit. Pour eux, c'est forcément un esprit avec lequel ils interagissent. Puis cet esprit peut être malveillant, ça dépend des formes de spiritisme ou des formes de religion auxquelles elles accèdent. Elles ont des visions qui viennent aussi de la culture, genre j'ai vu un fantôme, bah, je sais que les fantômes, ils viennent pour m'enlever et m'amener dans le royaume des morts, ils sont hyper dangereux. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'on peut un petit peu désamorcer si possible. Le plus souvent, ce qu'on va pratiquer dans ce cadre-là, c'est une écoute dont elle bénéficie très rarement, qui est, bah, allez-y, racontez-moi tout ce que vous voulez. Je sais pas que je m'en fiche, je sais que j'ai déjà entendu ça, ou j'ai déjà lu ça. Il y a des surprises, hein, je dis pas, mais franchement, je vais pas vous claquer la porte au nez et je vais pas vous juger ou vous donner plus de médicaments. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Donc, on fait des premiers entretiens où on est vraiment focus sur la phénoménologie. Il s'est passé quoi? Et très précisément, on peut faire même ce qu'on appelle de la microphénoménologie. On fait des entretiens où on essaie d'aller chercher ce qui est un peu enfoui, l'implicite, les détails, parce que les gens ils disent bon, j'ai vu un fantôme. D'accord, mais en fait, où, comment, quelle forme, combien de temps, etc. Et donc on leur pose un tonne de questions parce qu'on veut être au même niveau de description et de réalisme que elles l'ont été. Parce qu'il y a des détails, il y a des symboles, des aspects très intéressants à ce niveau-là. Quand ils racontent tout ça, on va aussi leur poser des questions. Est-ce que c'est votre première expérience? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce qu'il y a une série? Et puis on leur demande aussi, bon, quel était le contexte? Bon, on peut demander, est-ce que vous aviez pris des drogues, etc., mais que vous dormiez mal, est-ce qu'il y avait des stresseurs? Et donc on va entourer, enrober de cette expérience pour lesquelles elles viennent nous consulter, de plein de questions pour essayer de les comprendre eux, comprendre l'expérience à travers leur vie. C'est parfois assez étonnant parce qu'elles disent mais moi je viens juste témoigner d'expérience, je suis pas là pour vous parler de ma mère ou des choses comme ça. Je vois bien que vous jouez votre psychologue et ça peut les freiner. Il y a des gens qui sont vraiment en distance par rapport à ça et on entend tout à fait. On explique quelle est la démarche. Pour nous, c'est notre hypothèse et c'est comme ça qu'on travaille avec Thomas Rabéran notamment. C'est que ces expériences, elles ont du sens. Elles jouent des fonctions psychiques, elles viennent parfois réparer des choses, elles viennent apporter des solutions, elles disent quelque chose de l'individu, et on peut pas s'en débarrasser sans comprendre en fait quelles sont leurs coordonnées totalement. Et il faut donc les réimbriquer dans la vie, dans la trajectoire de la personne, et ça peut prendre du temps. Donc on fait le tour des phénomènes, et après parfois on a des questions qui s'écartent un peu des phénomènes. Ah bon, vous êtes en plein divorce, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et là, si les personnes jouent un peu le jeu, eh bien, elles peuvent se rendre compte que oui, les moments où elle est le plus énervée, c'est là où les phénomènes sont les plus présents. Et donc là, on n'a plus l'impression d'être des parapsychologues, parce qu'en réalité, on n'en est pas. On fait pas de tests sur ces gens pour voir s'ils ont des capacités, ou on leur met aucun casque sur la tête ou quoi que ce soit. Mais on a vraiment l'impression de faire un travail de psychologue clinicien. Simplement qu'on intègre le matériel assez affolant, des malédictions, des djinns, des télépathies, des prémonitions. On intègre tout ça dans la vie psychique, en disant bon, ok, notre culture, elle a des résistances par rapport à ça. Ok, vous avez des informations
peuvent être inquiétantes ou exotiques vis-à-vis de ces sujets, mais ça n'empêche pas d'en parler et d'essayer de débroussailler le sens que tout ça peut avoir. Et je me demande, est-ce que Freud aurait fait des écrits dessus? Parce que là, j'ai l'impression que ce que vous faites ressemble beaucoup. Enfin, la place que vous donnez à ces expériences ressemble à la place que donne Freud, par exemple, au rêve, où justement il y a une valeur symbolique, il y a une valeur de sens, il est en lien avec des éléments de vie, il peut donner des indices, des solutions, servir de guérison, etc. Donc, est-ce que Freud s'est intéressé à ces expériences-là qui étaient déjà, du coup, un petit peu écrites à l'époque ou remarquées déjà avec Bergson et William James? Freud arrive dans une période où ces sujets-là explosent. Freud, si vous voulez, ses livres à lui ne se vendent pas beaucoup. Par contre, les livres des chercheurs des sciences psychiques comme Théodore Fournoy, William James, Frederick Myers, eux font des succès. Et c'est des auteurs beaucoup plus discutés que Freud à l'époque. Il ne pouvait pas ignorer ces travaux-là, il les a côtoyés, mais il pensait que son modèle de psychanalyse, hérité des Lumières, très scientifique matérialiste, pourrait évacuer tout ce merveilleux. Et pendant un temps, il l'a vraiment cru, sauf qu'il avait autour de lui des gens comme Sándor Ferenczi ou Jung, qui eux ont baigné davantage dans les études de parapsychologie et l'ont dit, mais non, il faut mieux s'intéresser à ça, et l'ont amené à rencontrer des médiums, des voyants. Freud a cette trajectoire intéressante qu'il évolue. D'un scepticisme initial assez classique, il va même reproduire des expérimentations, il va devenir membre de sociétés de recherche psychique, lire des travaux, refaire des travaux, et en 1925, il y avait plusieurs conférences, et il écrit à tous ses collègues en disant « Je sais maintenant que la télépathie existe, j'en ai la preuve, je l'ai testé, je vois que ça marche très bien. Je pense même que la psychanalyse peut apporter quelque chose au courant de la parapsychologie, parce que nous, on est en train de débroussailler le psychisme, et il y a des mécanismes communs avec les phénomènes psy. Il dit pas psy à l'époque, bien sûr. Et là, ce qui se passe est assez étonnant. Certains porte-parole de la psychanalyse comme Ernest Jones, qui était président de l'association psychanalytique internationale, va dire non. Non, c'est pas assez psychanalytique, non, on risque de mal voir la psychanalyse si on mélange la psychanalyse et l'occultisme, et il va faire en sorte que Freud ne puisse même pas publier ses travaux comme il le voulait pour ajouter par exemple quelque chose à la version finale de son interprétation des rêves, son grand chef-d'œuvre. Il voulait rajouter un chapitre sur la signification occulte des rêves, et Jones lui interdit. Donc c'est vraiment assez fou de se dire que Freud n'a pas été complètement libre de faire tout ça. Bon, Freud s'en est un peu accommodé, et il a dit dans ses écrits et à ses disciples d'une certaine façon, à vous maintenant, moi je suis un peu à la fin de ma vie et de ma carrière, à vous d'explorer ces contrées. Et tout à l'heure j'ai parlé de rêves prémonitoires et télépathiques. Ceux qui ont lancé ces études, c'est notamment des psychanalystes comme Montague Ullman, psychanalyste, qui a dit, ben voilà, moi je vais explorer ce que Freud nous a indiqué, parce que c'était très intéressant. Quand il chopait des rêves des gens et qu'il devait les corréler avec une cible, il se rendait compte que les gens avaient des associations d'idées, avaient créé des symbolismes avec condensation, déplacement, typiques de l'analyse d'un rêve freudien, sauf que ça conduisait la personne à trouver la cible par des moyens détournés. Et donc là, il se dit, ben cliniquement, c'est extrêmement riche, et en plus, ça fonctionne sur le plan parapsychologique, on a une sorte de vérité sous-jacente. Donc voilà, la psychanalyse n'est pas complètement fermée à ça. Aujourd'hui, avec Thomas Rabeyron, on fait partie d'un groupe d'une vingtaine de chercheurs dans le monde qui animent un peu tout ça. On est en train de publier un ouvrage collectif là-dessus. Il y a déjà pas mal de travaux, je pense plus de 200 publications sur psychanalyse avec des cas cliniques de télépathie ou d'autres choses. Avec Thomas, on développe vraiment une vision, nous on a un référentiel analytique sur ces sujets, et ça nous aide en fait à penser la sortie hors du corps, l'expérience de la mort imminente, l'enlèvement par l'extraterrestre, avec des modèles psychanalytiques, sans dire que la psychanalyse a déjà tout dit ou a raison sur tout, mais nous en fait, on trouve que c'est assez fin pour penser les processus psychiques à l'œuvre. Et justement, c'est quoi les grands questionnements que ces expériences vont venir répondre, enfin, vont donner des réponses pour les patients? C'est par exemple, j'imagine, les grandes questions existentielles, par exemple la peur de mort, suis-je aimé, qui je suis, etc. Comment est-ce que ces expériences peuvent, je sais pas si ces expériences déjà toutes s'inscrivent forcément dans des réponses à ces questions, et si certaines le font justement, comment est-ce que vous aidez le patient, enfin comment le patient, avec quelle vision de la mort, etc., repart-il après avoir vu cette expérience, généralement? Très bonne question, et ma réponse, c'est que moi, je suis complètement neutre. Je ne suis pas là pour promouvoir telle ou telle vision du monde.
L'approche clinique qu'on met en place, elle est idéologiquement neutre. Quelqu'un vient avec des croyances spirites ou repart avec des croyances spirites, c'est un peu son affaire. Si d'une certaine façon ça crée un équilibre et qu'il est mieux avec ça, ça me dérange pas plus que ça. Ma visée, elle est thérapeutique avant tout. Elle n'est pas de promouvoir ni la meilleure théorie scientifique, ni une théorie scientifique alternative. Et en réalité, mon modèle, c'est un modèle de la rupture paradigmatique. Ces expériences, elles créent un trou, une anomalie dans le modèle de la réalité que la personne s'est construite avec sa culture, avec ses apprentissages, avec ses autres expériences. Moi, j'étais pas là à tous ces moments-là. C'est juste que là, pour elle, elle est en délicatesse et la dissonance qui est engendrée sur le plan cognitif et affectif est dure à porter. Ça peut l'amener à aller vers des sectes ou des trucs un peu délirants pour essayer de retrouver des réponses à toutes ces questions, parce qu'il y en a pas forcément beaucoup autour d'elle, ou alors de résister et de refouler cette expérience le plus longtemps possible parce que il y a trop de révolutions dans les répercussions. J'accompagne le processus pour que la personne trouve un équilibre dans tout ça, et ça peut être très bien de trouver des explications plus terre à terre, parce que parfois il en faut vraiment, et que la personne elle se maintienne dans le paradigme qui fonctionnait bien auparavant, avec peut-être quelques ajouts. Elle va lire des choses, elle va comprendre des choses. Je sais pas, qu'est-ce que la paralysie du sommeil, qu'est-ce que l'appareil de lit, des choses comme ça. Elle dit ah oui effectivement j'ai peut-être un petit peu bugué, j'ai peut-être vu des choses un peu partout alors qu'il y avait pas tant que ça. Je me suis peut-être laissé influencer et ça passe et c'est calmé. D'autres personnes ont besoin d'aller un peu plus loin et de creuser. Ça dépend vraiment de chacun. Et l'accompagnement, c'est moi plus. Je comprends que les théories sont importantes, mais c'est en fait ce que vous faites des théories. Qu'est-ce que la théorie vient dire de vous, vient dire de votre milieu familial, et je pense que les connexions, quand elles se font avec l'histoire de vie, ah oui, effectivement, j'avais telle difficulté qui sont, j'ai été abusé sexuellement quand j'étais enfant, j'ai des troubles relationnels, j'ai des autres formes de trauma, ou j'ai des difficultés, je pensais que ça avait pas du tout de lien avec ce que je vis, mais effectivement, je viens de me faire licencier, etc. Quand les gens font ces connexions-là, ils arrivent mieux à réguler et à comprendre le message, en fait, qui peut être donné par l'expérience. Après, toutes les expériences sont différentes. Il y en a certaines qui sont plutôt légères, d'autres qui vont arriver qu'une seule fois, d'autres qui se reproduisent régulièrement. Donc, les gens vont pas avoir besoin forcément de réguler beaucoup à chaque fois. Une expérience de mort imminente, ça peut être très très puissant. Et pour autant, vous avez un tiers des gens qui vivent une expérience de mort imminente et qui n'ont pas de changement de personnalité, qui restent les mêmes derrière. Donc on n'est pas dans un système où, de façon linéaire, tout le monde va se transformer pour devenir un bouddhiste, végétarien, hyper spirituel, etc., qui n'a plus peur de la mort. Moi, j'ai plein de gens qui ont une EMI qui ont très peur de la mort. Donc là, c'est plutôt des clichés qui sont diffusés toujours dans cette idée qu'il y a des prototypes véhiculés par la culture. Et moi, j'amène les gens à se dégager un peu de ça et à trouver ce qui va compter pour eux dans tout ça. Ouais, c'est ça. Un petit peu prendre le trou qu'a causé cette expérience dans leur carte du monde et essayer d'en faire sens, peu importe la manière qu'ils utilisent, qu'eux essaient de refaire un petit peu les routes pour justement combler ce trou et avoir une carte du monde qui est fonctionnelle pour eux et qui leur apporte moins de souffrance, ou en tout cas qui réduit leur souffrance sur le moment. En fait, c'est de la clinique psychothérapeutique tout à fait classique. On veut que les gens se sentent bien, en gros, quoi. Sauf que c'est centré sur l'expérience. Les gens viennent en toquant à la porte avec ça. Et ils ont l'impression qu'il y a personne d'autre qui serait capable de les écouter par rapport à ça, et qu'il y a que ça qui nous intéresse. Alors, par exemple, ils arrivent, ils ont une vidéo, ils ont 20 pages pour décrire par le menu le poltergeist qui a envahi leur maison. Bon, on prend ça, hein, on jette un œil, mais après, ce qui nous intéresse, c'est et vous là-dedans. En fait, qu'est-ce que ça vient dire aussi de vous, cette expérience? Et pour finir l'épisode, d'après vous, quels sont les principaux défis que justement le champ de la parapsychologie va rencontrer dans les prochaines années? Quelles sont les découvertes peut-être qui sont en train d'être commencées à être cherchées maintenant, qui vont peut-être apporter des résultats? Quels sont les espoirs? Alors, je peux pas parler que du champ de la parapsychologie parce que pour moi, en fait, il faut faire la différence entre plusieurs choses. Là, je vous ai mal parlé, la dernière réponse, c'était sur la clinique des expériences exceptionnelles. C'est-à-dire comment n'importe qui connaisse ou qui croit à quoi que ce soit puisse faire son travail de clinicien et écouter, travailler, accompagner les gens qui sont en difficulté avec tout ça. D'ailleurs, je dois préciser que tout le monde n'est pas en difficulté. Il y a des gens, ils vivent des expériences, sont très contents, ils ont des modèles interprétatifs qui sont compatibles avec, et ils font leur beurre. Ceux qui sont en difficulté, il faut qu'ils puissent s'adresser à quelqu'un, il faut qu'on, nous, professionnels,
de santé, psychologues, on soit au courant un petit peu de ce qui se fait. Et du coup, au minimum, être au courant de ce qu'on appelle la psychologie anomalistique en Angleterre, une psychologie du paranormal qui s'est intéressée, qui sait ce qu'est une expérience de mort imminente, un peu les travaux, les profils, ce qu'on doit rechercher, parce que on doit se tenir au courant des travaux scientifiques. Il y a des très bons bouquins, on en a fait également en français, des articles, des bouquins, donc ça c'est un truc. La parapsychologie, c'est vraiment encore autre chose. C'est des gens, et je loue leur courage, qui s'interdisent pas certaines questions que les autres s'interdisent. Notamment, ils sont curieux de savoir ce qu'il y a comme réalité derrière ces expériences. Parce que c'est pas tous les gens qui disent faire de la télépathie où on a vraiment l'impression que c'est de la télépathie ou un fantôme, mais on ne peut pas forcément exclure qu'il n'y ait pas des phénomènes étranges derrière tout ça. Et donc, il y a des chercheurs, c'est microscopique, c'est quelques centaines dans le monde, qui consacrent leur temps à regarder empiriquement, expérimentalement, ce qui se passe, à essayer de développer des modèles pour comprendre tout ça. Et là, on a publié un autre ouvrage qui s'appelle Le Grand Manuel de Parapsychologie Scientifique, en juin chez Duno, qui explore ça. Mais on a publié également chez Duno, en tout cas ça sort en février, 16 cas de clinique des expériences exceptionnelles. Et c'est pas du tout la même chose. Quand je reçois quelqu'un pour l'écouter et pour l'aider, je vais pas la tester, je vais pas la faire passer au laboratoire. Moi, c'est des casquettes différentes. Le défi de la parapsychologie, c'est d'exister, parce qu'en France, ça n'existe pas dans une unité académique, ces travaux sont méconnus, et du coup, la désinformation a vraiment gagné la bataille sur Wikipédia, avec des groupes militants activistes, chez les journalistes qui racontent n'importe quoi, et sur je dirais, les consommateurs de paranormal qui sont incapables actuellement d'avoir une littératie, de faire le tri entre des choses sérieuses et pas sérieuses. En France, on ne nous éduque pas à trier tout ça. Il y a des pseudo-experts qui pullulent et qui vendent des best-sellers, et c'est assez malheureux en termes de désinformation. Donc ça, c'est un défi pour la parapsychologie de légitimation et de reconnaissance. La clinique des expériences exceptionnelles, c'est d'autres défis. C'est de sortir un petit peu de cette ornière en disant, il y a beaucoup de gens qui vivent ces expériences. C'est vraiment un tiers des Français qui, une fois dans leur vie, vont vivre une expérience exceptionnelle. Tous ne sont pas perturbés par ça, mais ceux qui le sont, à qui ils s'adressent? Si nous, on se forme pas et on développe pas cet accueil, cette écoute, forcément, ils vont aller voir des ghostbusters, des médiums, des voyants, des propositions alternatives qu'on peut critiquer autant qu'on veut. Il y a un effet de vase communicant. Victor Hugo disait, si la science ne veut pas de ses faits, l'ignorance les prendra. Et donc, moi, je suis dans le champ scientifique et académique. Mon travail, c'est de pousser un peu cette offre scientifique et académique. C'est ça, de prendre les phénomènes en se disant que peut-être il y a quelque chose derrière, ou en tout cas d'un point de vue neutre, sans directement les jeter par la fenêtre, ou les minimiser et dire que oh ben non, c'est des fantaisies, c'est des choses comme ça, et de se dire d'un point de vue vraiment scientifique, bon, on a plusieurs ressenti plusieurs expériences que des personnes nous rapportent. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Et justement, enfin, il y a toujours quelque chose derrière, mais peut-être que c'est juste justement une hallucination, quelque chose comme ça qu'on pourrait expliquer autrement. Est-ce que plutôt, si on peut regarder là, est-ce que ça va être un changement dans notre modèle de la réalité? Bref, mais l'aborder vraiment d'un point de vue scientifique, sans assumption de base, et d'essayer de voir justement où est-ce que ça va nous mener. Ouais, j'ai des collègues, ils ont vécu des choses eux-mêmes, donc ils ont certaines zones où ils ont des convictions ou des croyances dont ils ont hérité. Moi, j'ai pas ça. En tout cas, j'essaie de me défaire de mes croyances, et c'est surtout la curiosité qui m'anime depuis le départ. C'est le fait d'avoir lu des livres de parapsychologie qui me conduit à essayer de me faire mieux prospérer et connaître ce champ. J'ai été le premier Français élu président de la Parapsychological Association en 2021, et du coup ça couvre un petit peu l'établissement et les gens qui essayent de mener ces recherches à un bon niveau. Voilà, on sait qu'on n'est pas nombreux, qu'on a très peu de moyens. Moi-même, je fais pas vraiment d'études expérimentales pour prouver la réalité, mais je trouve que leurs travaux sont absolument fascinants, et j'essaie juste de transmettre ce que j'en comprends, avoir à travers là des interviews, des livres de vulgarisation, aussi des manifestations scientifiques qu'on essaye de faire à gauche à droite. Donc voilà, c'est un travail un peu de passeur. J'ai mes propres petites études, mais elles sont plutôt sur les aspects vraiment très cliniques. Il y a des expériences comme la lucidité terminale, les expériences de mort imminente, que je trouve absolument fascinantes, et il y a tellement de choses à faire en réalité, tellement de pistes qui n'ont pas été bien explorées, que je travaille heureusement à l'université de Lorraine avec plein d'étudiants qui trouvent ça, qui s'éclatent en fait à explorer tout ça, et voilà, c'est vraiment mon rôle. Super. Merci beaucoup Renaud. Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode, de nous avoir partagé vos connaissances et d'avoir permis un peu à démystifier finalement
ces expériences exceptionnelles et tout le monde de la parapsychologie. Bah, merci beaucoup à vous encore pour l'invitation.